Bonjour mes chers amis et collègues. Je voudrais d'abord remercier le comité d'organisation du congrès et le professeur président de la Ligue marocaine, professeur Belkhadir, président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, ainsi que le professeur Jafar Heikel, président de la Société marocaine de nutrition, santé et environnement, pour l'invitation. Et merci à vous, monsieur le doyen et ami professeur Shraibi. Je suis particulièrement heureuse et honorée de participer à ce congrès qui se déroule dans une région qui m'est très chère. J'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement, je n'ai pas pu me libérer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, discuter avec vous sur le rôle de la science et l'innovation dans la nutrition d'aujourd'hui, mais surtout la science et l'innovation dans la nutrition de demain et dans le contexte global et particulièrement avec le changement climatique, avec tout ce qui se passe sur l'aspect géopolitique. Alors, si on regarde l'évolution des sciences de la nutrition dans les 2 dernières décennies, en fait, les sciences de la nutrition, c'est une science très, très récente, très nouvelle, elle n'a pas plus de 100 ans. Le nombre de publications a progressé d'une manière exponentielle dans tous les domaines. La maladie cardiovasculaire, la nutrition, le diabète et la nutrition, l'obésité et d'autres. Donc, on a vraiment, on a bien travaillé et on voit que on sait beaucoup plus que ce qu'on savait depuis 2 décennies. Donc, on est mieux outillé sur le plan. On voit que même si on a les données et on sait mieux, on n'a pas bien travaillé sur le terrain. On a encore 800 millions de personnes qui vont au lit sans avoir mangé chaque jour. On a à peu près 600 millions d'enfants qui sont toujours mal nourris. L'obésité est 3 fois plus dans les pays en développement. Donc c'est une situation où on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux? Quel est le problème? Alors là aussi, on voit que les objectifs qui ont été fixés lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2016, les 5 objectifs ne vont pas être atteints, ni en 2025 ni en 2030. Et ça pour différentes raisons. On ne peut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à ce qu'il y ait un changement, particulièrement quand on n'a pas assez de données pour l'évaluation et aussi en tenant compte des circonstances. On vient de sortir d'une pandémie et aussi il y a le problème des changements climatiques et l'instabilité dans plusieurs endroits dans le monde. Les changements climatiques, on le sait tous, ils ont un effet très négatif sur la nutrition et ceci à travers l'insécurité alimentaire, l'insécurité en eau. Et donc, il faudrait faire quelque chose en tenant compte de ces problèmes. Et je crois qu'il est temps de s'arrêter, de dire comment on peut travailler différemment, travailler ensemble, prendre les points les plus forts de chacun de nous pour avoir plus d'impact positif sur la nutrition. Et donc là, je voudrais vous parler de ce qu'on fait, nous, ici, à l'Agence internationale de l'énergie atomique en nutrition, parce que je crois que la plupart de vous se demandent, mais qu'est-ce que fait l'IAEA ici? La plupart de vous la connaissent à travers les médias et ce qu'on fait en Ukraine ou dans d'autres parts du monde sur le désarmement nucléaire. Mais laissez-moi vous ramener à 1953, à ce fameux discours qu'on appelle le Atoms for Peace speech, celui du président Eisenhower, qui a demandé la création d'une agence qui doit être sûre que l'utilisation de l'énergie atomique est pour servir l'humanité, servir la planète. Donc un discours de paix pour vraiment servir les besoins en santé, les besoins en agriculture, en eau, en environnement. Donc l'atome au service de l'humanité et l'atome au service de la planète. De la santé humaine dans laquelle il y a un programme de nutrition. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment offrir la technologie nucléaire pour avoir des données qui sont fiables. Comme vous voyez ici, et si vous visitez le site de l'agence et les sites de la division de la santé humaine, vous voyez qu'il y a des bases de données sur le métabolisme énergétique, sur l'allaitement maternel, sur la composition corporelle, sur la digestibilité des protéines et d'autres éléments qui vont peut-être vous être utiles dans les travaux que vous faites dans le domaine. Donc, on est bon dans les données
la technologie, la technologie qui va pouvoir donner un autre élément d'information pour pouvoir comprendre. Laissez-moi vous donner l'exemple des travaux qu'on fait sur le métabolisme énergétique. Vous savez qu'avant, on pensait que le métabolisme énergétique il est affecté par plusieurs facteurs, la ménopause, le genre, l'allaitement ou le pregnancy, donc d'autres facteurs de la vie. Mais en fait, quand on a pris les données des données de la base de données sur l'énergie métabolisme et on les a analysées, le métabolisme énergétique, en fait, il se limite à 4 phases bien distinctes. Il est très élevé durant la première année de la vie. Il diminue d'à peu près 3% chaque année lors de 1 à 20 ans. Il est stable jusqu'à 60 ans où il commence à diminuer à 1%. Donc, c'est vraiment un changement radical de la façon dans laquelle on croyait la dépense énergétique et comment elle était avant. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire une réunion, des discussions avec la FAO et l'OMS pour revoir tous les standards de métabolisme énergétique. Et donc, ça va être critique quand on fait des recommandations au pays en ce qui concerne la gestion donc, des maladies chroniques ou la gestion de la sous-nutrition. Données sur la composition corporelle. Et ça, c'est unique grâce aux techniques isotopiques. On peut avoir les données sur la masse grasse, la masse non grasse et d'autres éléments. Alors, euh, ici, grâce à ces bases de données-là, on a pu établir, et pour la première fois, la première référence de la composition corporelle des enfants de moins de 2 ans. Et ça, c'est unique. Donc, c'est une information additionnelle pour les cliniciens et surtout dans les pays où on fait des programmes pour lutter contre la malnutrition des enfants, pour avoir une idée encore plus claire sur l'impact des programmes qu'on fait. Comme je vous ai dit, on a cette base de données sur l'allaitement maternel et vous commencez tous. L'allaitement est très important, surtout dans les premiers 6 mois de la vie et ça doit continuer dans le complément alimentaire, donc jusqu'à à peu près 2 ans. Donc ça, pour faire ça, on a toujours fait référence aux données des enquêtes alimentaires. Mais ici, les techniques isotopiques sont uniques pour donner cette information sur l'allaitement, surtout l'allaitement exclusif. Et là, quand vous voyez sur le graphique ici qui a été publié dans le Child Nutrition, ça montre clairement le lien entre l'allaitement maternel et l'insécurité alimentaire. Et donc, c'est des données aussi qu'on peut lier. Ça donne encore une autre information supplémentaire que dans une communauté où la sécurité alimentaire n'est pas disponible, il y a des risques que l'allaitement maternel ne se fera pas non plus. Importante concernant la biodisponibilité des protéines d'origine végétale. Dans le contexte du changement climatique, on est en train de promouvoir beaucoup plus une alimentation de protéines d'origine végétale plutôt que d'origine animale. Mais je pense que la question qui se pose, quelle est la biodisponibilité? Est-ce que vraiment on va dans le bon sens et on assure une bonne nutrition dans ce sens-là? Alors, on a fait une étude où on a pu donc développer la technologie des techniques isotopiques pour pouvoir étudier la biodigestibilité des acides aminés d'origine végétale et voir lesquels sont plus disponibles que d'autres. Et ça, on l'a fait avec la FAO. Très important, donc on est en train de développer cette base de données pour voir tous les types, surtout les aliments qui sont autochtones, pour pouvoir dire, bon, voilà ceux qui sont vraiment préconisés et d'autres les moins. Et cette base de données, elle est en train d'être développée actuellement. Mais je voudrais aussi partager cette étude qu'on a fait, c'est des enfants en Inde, et on a montré que une alimentation qui est purement d'origine végétale, pourtant avec des aliments qu'on pense qui sont riches en protéines, eh bien la biodisponibilité était vraiment très faible. Et là, on a préconisé d'ajouter un petit peu d'aliments de source animale pour renforcer la biodisponibilité. Donc ça, c'est important à savoir et c'est une nouvelle information, une nouvelle donnée dans le domaine.
c'est une autre technologie qu'on a développée pour évaluer l'état de santé du microbiome intestinal. Et c'est très important ça quand on veut savoir quel est l'impact de notre intervention sur la croissance d'un enfant. La santé du microbiote est très importante. Et là, cette technique, elle est à base d'isotopes stables, non radioactifs, et qui se base sur un test respiratoire tout simple. Et ça a été développé grâce à un projet de recherche qui est maintenant disponible pour tout le monde et très facile à utiliser. Ici, donc, on s'arrête un peu pour réfléchir qu'on ne peut plus travailler en isolation comme nutritionniste, mais qu'on doit travailler avec d'autres acteurs dans d'autres domaines, surtout dans le domaine agroalimentaire. Et à l'agence aussi, donc les gens de la nutrition, ils travaillent aussi avec les gens de l'agriculture ou les scientifiques dans le domaine de l'agriculture à travers cette initiative qu'on appelle Atoms for Food. Alors, sous cette initiative, on travaille directement avec les pays pour voir quels sont les aliments qu'ils veulent optimiser et qu'ils veulent renforcer. Et surtout, quels sont les aliments d'origine locale, comme ici le millet ou le quinoa ou le cowpea. Comment ils veulent, comment on peut augmenter la productivité, et surtout dans des régions qui sont arides, qui a moins d'eau, et comment avoir des variétés de plantes qu'on peut produire et qu'on peut aussi augmenter leur valeur nutritionnelle. Alors voilà ici quelques exemples. En Asie du Sud, on a essayé de travailler avec les pays pour développer des variétés de plantes grâce à l'ionisation, des plantes qui sont riches en protéines et qui sont à grande productivité, comme le cas ici des pois chiches ou des haricots. Et ça, on travaille beaucoup avec les communautés, avec les fermiers et surtout avec les femmes pour donc développer ces variétés dans les laboratoires et aussi, ensuite les offrir à ces communautés pour d'abord aussi augmenter non seulement la productivité et la qualité de ces légumes, mais aussi permettre à ces femmes de pouvoir les vendre et d'avoir et de générer générer de l'argent aussi pour la famille et pour les enfants. Alors ici, je voudrais vous parler d'une technologie qui existe depuis plus que à peu près 100 ans, c'est l'ionisation des aliments. Pourquoi? Parce qu'on sait que la plupart des aliments produits en post-récolte, à peu près 50% sont détruits et donc ça affecte directement la sécurité alimentaire. Grâce à cette technologie qui est basée sur soit un rayon d'électrons ou alors des rayons X, les aliments peuvent être préservés, donc la longévité est plus longue et la qualité alimentaire de l'aliment est préservée. Et surtout, sur le plan sanitaire, la technologie détruit tout pathogène qui est à l'extérieur, à la surface des éléments. C'est une technique qui n'est pas très connue, mais elle est largement appliquée en Asie, certains pays en Afrique, et on a au Maroc, en pilote, à Tanger, et aussi dans d'autres pays comme l'Égypte ou la Tunisie. En Europe, elle existe aussi, et surtout aux États-Unis. Donc ça, c'est une technologie, comme j'ai dit, si elle est propagée, elle est sécure, elle est safe, et si elle est propagée, elle peut vraiment aider beaucoup de pays qui ont problème de sécurité. Alors, bien sûr, quand on parle de sciences en nutrition et de la nutrition en général, on doit aussi parler des ressources humaines et des capacités et les besoins, surtout dans nos pays. Et là aussi, il faudrait aussi réfléchir différemment. On n'a pas besoin seulement de nutritionnistes, mais d'autres profils. On a besoin des scientifiques en traitement de données, surtout maintenant on parle de l'intelligence artificielle, donc on a besoin de spécialistes qui peuvent utiliser ces outils en nutrition, on a besoin de techniciens, on a besoin de designers donc si on veut avoir des nouveaux outils en nutrition, on a besoin de réfléchir différemment sur le profil de nutritionnistes, de la masse de scientifiques en nutrition, surtout quand on a un projet, quand on a un programme en nutrition dans des pays. À l'agence, donc, on développe des masters avec des pays. C'est dans le cas, comme vous voyez, on a commencé déjà avec le Maroc et l'Afrique du Sud pour développer des ressources humaines en nutrition et surtout dans des technologies nouvelles
Et on continue, surtout notre focus est sur l'Afrique. On est en train de discuter avec le Ghana, la Zambie et d'autres pays pour le futur. Donc, je crois que euh, penser aux ressources humaines dans ce domaine-là et qu'est-ce qu'on veut développer surtout et comment les encourager à venir dans ce domaine est une question qu'il faut. C'est ma dernière diapositive et je pense que en pensant au futur et le futur de la nutrition, je pense que l'innovation et la technologie, elles jouent un rôle clé parce qu'on a besoin de nouvelles technologies pour avoir de l'information et pour aussi percer les questions qu'on ne sait pas. On a besoin de travailler ensemble. On ne peut pas continuer en silo comme un groupe de nutritionnistes, mais il faut s'ouvrir sur d'autres domaines, des mathématiciens, d'informaticiens, d'agriculture, d'autres sciences sociales pour pouvoir aussi attaquer ce problème à plusieurs niveaux. On ne peut pas nier qu'on est dans des changements climatiques et le changement climatique, il est là pour y rester. Donc, il faut travailler dans ce contexte-là pour développer des outils qui peuvent aussi faire face au climat. Et surtout, aussi travailler, produire des données. On a besoin d'avoir des données et accès à ces données-là pour pouvoir les analyser, les utiliser et la formation continue, la formation des jeunes dans ce domaine-là. Donc continuer donc ce sont les points que je pense qu'il faudrait cerner pour le futur de la nutrition. Et voilà, donc c'est ma dernière diapositive. J'espère que je vous ai donné plus d'informations sur le rôle de l'atome dans le domaine de la nutrition et l'agriculture. Mais surtout, ça peut être, j'espère que ça vous a permis qu'on se pose la question, comment on voit la nutrition du futur et quel serait notre rôle dans ce domaine-là. Je vous souhaite une bonne conférence et donc à très bientôt.